Ok, bah bonjour à tous et merci d'être venus. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui et si moi je suis ici, entre autres, c'est parce que j'imagine qu'on aime. Tout le monde est développeur web? Pratiquement, ouais. C'est qu'on aime le web quand même. Moi, le web, j'ai commencé en 2016 à développer des applications web. Donc 2016, pour ceux qui se souviennent, c'est l'année où on a spécifié XML HTTP request, donc la vraie naissance d'Ajax. Et à l'époque, je me souviens, c'était un peu la révolution. On pouvait faire des applications web avec des morceaux de page qui se rafraîchissaient sans avoir loadé la page complètement. On était tous waouh. C'était même avant que jQuery arrive avec son point Ajax, où on devait faire un gros if XML HTTP request. C'était un peu laborieux, mais c'était la super révolution du web il y a plus de 15 ans aujourd'hui, pratiquement 15 ans. Et on revient de loin quand même, les développeurs web. Aujourd'hui, le web, c'est la plateforme universelle qui est accessible à tous sur tous les devices, qu'on peut utiliser sans avoir besoin d'installer, de passer par un store ou quoi que ce soit. On a juste besoin d'une URL. Pratiquement tous les devices, aujourd'hui même les télévisions, ont des navigateurs et on a accès. Et en plus, c'est le navigateur qui gère pour vous tout ce qui est sécurité, trust, etc. Donc c'est vraiment une plateforme assez universelle. Et ces 2-3 dernières années, dans le développement web, on a eu quelques initiatives qui ont essayé de faire que le web rattrape son retard finalement sur tout ce qu'on a pu avoir arrivé sur le mobile et même un peu sur le desktop en termes de fonctionnalité. Alors moi, je m'appelle Olivier, je travaille aux relations développeurs chez Microsoft et je suis aussi Google Developer Expert sur tout ce qui est technologie web. Donc je passe pas mal de mon temps à aller voir un petit peu les rapports d'activité, de réunion des gens du TC39 et du W3C pour voir ce qu'ils nous concoctent pour le futur. Alors je vous ai parlé de 2 initiatives qui étaient arrivées ces dernières années pour un petit peu faire évoluer le web. La première, c'est les Progressive Web Apps. Qui connaît Progressive Web Apps, c'est bon, on y est. Les Progressive Web Apps, du coup, l'idée, c'est d'avoir une expérience utilisateur dans une application web qui est similaire à ce qu'on pourrait trouver sur une application native. Donc, on a vu des choses arriver comme le fait d'avoir des applications web qui s'installent avec des splash screens, des icônes qui arrivent directement sur le desktop, que ce soit sur mobile ou même sur le bureau. Et finalement, les Progressive Web Apps, leur but, c'était vraiment de réduire la frontière entre les applications natives et les applications mobiles. Mais il reste quand même énormément de choses qu'on ne peut pas faire avec. La deuxième initiative qu'on a vu arriver ces 2-3 dernières années, c'est le WebAssembly. WebAssembly, qui connaît? Qui en a fait? Yes! WebAssembly, c'est un standard du W3C qui permet d'exécuter du code binaire dans une sandbox dans votre navigateur. Alors, WebAssembly, le standard, il spécifie juste un bytecode, et forcément, on ne va pas coller dans ce bytecode. Donc, en général, on utilise un langage un peu plus haut niveau. Et on va compiler dans ce bytecode, et après, votre navigateur va compiler en langage machine pour pouvoir l'exécuter dans le navigateur. Et du coup, les langages haut niveau qu'on retrouve, il y en a de plus en plus. On avait surtout C, C++, Rust, .NET. Il y a François qui fait un talk sur .NET cet après-midi avec du WebAssembly. Et il y a quelques limitations quand même. WebAssembly, on ne peut pas accéder au DOM, par exemple. Donc, mais déjà, ça permettait d'apporter beaucoup de code legacy qu'on trouvait avant sur de la machine, hein, du code C, des librairies, etc., dans le navigateur. Et du coup, pouvoir accéder à des choses comme faire du traitement d'image directement sans passer par du JavaScript, mais en ayant du code compilé. Sachant que WebAssembly, à la base, c'était une bibliothèque et ça a été spécifié assez rapidement par le W3C. C'est une des spécifications qui a été le plus rapidement adoptée par les navigateurs et implémentée. C'était une belle performance. Mais aujourd'hui, malgré ces 2 initiatives, on a toujours ce qu'on appelle un gap finalement entre les applications web et les applications natives. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire dans une application web. Alors, il y en a il y a des initiatives dont je n'ai pas parlé, qui ne sont pas standardisées, mais qui sont apparues. On a des choses comme Cordova, qui permettait de faire des applications web packagées dans une application native pour avoir accès à des fonctions du téléphone, comme les contacts ou les sensors, comme le Bluetooth, etc. Ou des choses comme Electron, plus sur desktop, pareil, qui permettait d'avoir accès au système de fichiers de l'ordinateur, alors qu'on n'avait pas ça dans les API web standards. Et du coup, ce que je propose de faire le projet Fugu, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de réduire ce app gap, du coup, le gap qu'il y a entre les applications natives et les applications mobiles. Fugu, c'est un petit poisson. Voilà.
vous savez, c'est le poisson où il faut le préparer bien, sinon on meurt quand on le mange. Et donc voilà, projet Fugu, c'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 70 features que vous verrez peut-être même jamais arriver dans les navigateurs web. C'est vraiment sur imaginer à quoi ressemblera le web de demain. Alors aujourd'hui, c'est un effort qui est lead par Google en collaboration avec Microsoft et Intel qui participent beaucoup. Après, c'est un projet open source, hein, c'est sur GitHub, n'importe qui peut venir proposer des choses ou même participer aux spécifications, au code. Je vous parlerai de ça un peu après. L'idée, du coup, c'est vraiment d'en faire des standards de ces potentiels 70 et quelques fonctionnalités pour pouvoir avoir accès à des choses sans passer par des frameworks ou des librairies. Et forcément, que ça soit compatible avec ce qu'on a vu avant, les PWA, le WebAssembly et tout ce qu'apporte la plateforme web sur tout ce qui est security, trust, etc. Et il faut savoir que ces 70 et quelques features, c'est pas des choses qu'un provider comme ça décide de rajouter dans son browser. Ça va à travers un vrai process. L'idée, c'est qu'elle soit vraiment standardisée au sein du W3C. Et donc, il y a un process assez strict, que ce soit dans Blink, dans Chrome, dans Edge, etc., pour les valider. Et ce process, à quoi il ressemble? Il va en plusieurs étapes. La première étape, quand on veut standardiser une API web, c'est d'identifier un besoin. Donc voilà, l'idée c'est d'aller parler avec des utilisateurs, des clients à vous. S'il y en a qui vous fait, voilà, moi j'ai une feature que j'aimerais bien avoir, j'aimerais pouvoir accéder au contact de mon téléphone depuis mon API web, depuis mon application web. Donc voilà, on va identifier le besoin, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on va écrire un petit document où on explique le problème qu'on veut résoudre. On peut même commencer à mettre des exemples de code, pas de la feature, comment on va la coder, mais de comment est-ce qu'on voudrait utiliser la feature. Par exemple, moi, je vois bien qu'avec ces 5 lignes, je puisse accéder au mot contact ou à mon système de fichiers. C'est pas forcément, c'est même souvent pas ce qui va être à la fin, mais ça permet de voir comment on voudrait l'utiliser. Et après, en fait, on va demander, donc il y a cette espèce de petite spec, en fait, qu'on n'appelle pas encore des specs, qui est écrite. Et ensuite, on va demander des feedbacks. Donc là, les feedbacks, ça peut être à d'autres personnes qui écrivent des specs, qu'on va le demander, des potentiels utilisateurs. Et c'est là aussi, on va commencer, les fabricants de navigateurs, à implémenter cette API. Alors pareil, hein, ce n'est pas disponible pour tout le monde, mais on va commencer en général la mettre derrière des flags dans les navigateurs. Et il faut savoir qu'à ce stade-là, il n'y a encore rien qui est joué. L'API peut être abandonnée, elle peut changer radicalement. Donc ce n'est pas les choses qu'on va utiliser en prod. Et puis en plus, c'est derrière un flag, il n'y a que vous qui puissiez l'utiliser. Et après, on va formaliser des vrais specs. Alors là, les specs au W3C, il y a un template à respecter qui est assez indigeste selon moi. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en écrivant des specs sous ce template, on est sûr que tous les navigateurs qui implémenteront l'API auront la même implémentation et qu'on ne se retrouve pas avec des navigateurs qui ne feront pas la même chose que d'autres. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va discuter avec les autres navigateurs. Quand il y a une spec qui arrive au W3C, il y a un champion qui est identifié, qui va être le porteur de la spec. Et donc ça peut être quelqu'un de chez Mozilla ou chez Microsoft ou chez Google. Il y a même des gens comme PayPal, Facebook. Enfin, il y a des grosses boîtes qui sont au sein du W3C. Et donc à ce moment-là, ils vont commencer à parler avec les autres navigateurs pour les encourager à aussi implémenter cette fonctionnalité. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir tester un peu plus auprès des utilisateurs. On va faire des choses avec les Origin Trials. Qui connaît les Origin Trials? Ah, j'ai bien fait de faire un slide juste après. Et donc, une fois qu'on arrive à ça, qu'on a des feedbacks, qu'on sait que ça marche, etc., on va shipper la feature par défaut sur tous les navigateurs. Alors, j'ai fait un petit slide sur Origin Trials, juste parce que je vois que j'ai bien fait. Origin Trials, c'est une fonctionnalité que vous retrouvez dans Chrome et Edge aujourd'hui, qui permettent aux développeurs de tester des nouvelles fonctionnalités au sein de leurs utilisateurs et de remonter des feedbacks après. Comment ça marche? Vous avez un site, donc qui est aujourd'hui sur le site de Chrome, où vous avez toutes les fonctionnalités qui sont derrière un Origin Trials, et vous pouvez demander à ce que votre site web puisse utiliser une de ces features. Par exemple, si on prend l'accès aux fichiers, qui est aujourd'hui dans le projet Fugu, vous allez dire, moi je voudrais que mon site, je puisse tester cette fonctionnalité, sans passer par le flag, parce que le flag, je ne vais pas demander à tous mes utilisateurs de l'activer. Et du coup, ce qu'on va vous donner, c'est un token. Et après, vous avez une balise méta comme ça à mettre dans votre site. Ce qui fait que tous les utilisateurs de votre site vont pouvoir utiliser la feature qui est normalement derrière un flag. Alors, vous pouvez aussi envoyer un header. Personnellement, moi, je préfère le meta tag.
Et du coup, alors ça marche, il faut un token par feature. En localhost, ça marche aussi, mais vous pouvez demander un token si vous voulez en localhost. Et il faut savoir que les origin trials, contrairement aux fonctionnalités que vous avez derrière des flags, ça a une durée limitée. Donc Chrome va dire de telle date à telle date, on met une feature derrière origin trials. Et à la fin, en fait, on va demander à tous les gens qui avaient demandé un token un feedback. Donc c'est beaucoup plus suivi que ce qu'on trouve derrière des flags. On va vous demander le feedback, vous le renvoyez et il va être pris en compte pour savoir est-ce qu'on modifie la feature, est-ce qu'on remonte un peu, on retourne dans le process de validation, ou même c'est arrivé qu'on abandonne carrément des features parce qu'on se rend compte que soit il y a des gros concerns de privacy ou on voit que ça ne marche pas du tout comme on veut ou on l'avait mal implémenté. Et voilà, à quoi ça ressemble le site? Vous allez sur l'URL qu'il y avait juste avant et vous avez donc toutes les features. Vous pouvez dire, je veux participer à celle-là. Vous avez le contact picker qui est aujourd'hui maintenant plus là-dedans, mais vous avez la badging API, etc. Et vous pouvez après les tester. Tac. Alors, c'est pas exclusif au projet Fugu, ça c'est sur toutes les features que vous retrouvez dans le navigateur. Pour savoir où en sont un peu les features, qui connaît le site chromestatus.com? Ok. Je peux vous montrer vite fait. Tac. Chrome Status, c'est un site qui, vraiment, quand vous utilisez Chrome, alors Edge, c'est en train d'être mis en place un peu un truc similaire, mais quand vous utilisez Chrome, tout ce qui se passe sur votre navigateur est remonté de manière anonyme sur ce site. Et ça vous permet d'avoir des statistiques sur énormément de choses. Par exemple, là, je vais aller sur toutes les features. Je m'écarte un petit peu de mon talk, mais c'est sympa à vous montrer. Et si vous voulez voir, par exemple, on va parler d'NFC tout à l'heure. Vous voulez voir un petit peu l'API WebNFC, où elle en est. Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, elle est derrière un Origin Trials. Vous avez accès à plein de documents, le bug tracker, vous voyez un petit peu où en est l'implémentation dans un différent navigateur. Et du coup, vous avez des samples, vous avez la doc, si vous voulez lire la doc, quand vous y avez accès. Et donc, on peut voir des choses comme ça, sympa. Pareil, si je regarde la SMS, on verra si on a le temps, la SMS Receiver API, qui est pareil aussi derrière un Origin Trial aujourd'hui. Vous pouvez voir de la même manière, vous allez sur le bug tracker, vous voyez ce qui se passe sur la feature. Tant que je suis sur Chrome Status, je vais vous montrer un autre truc sympa que moi j'aime bien. Vous avez les statistiques sur le CSS. C'est à dire que je vous ai dit que toutes les données, dès que vous allez sur une page dans Chrome, ça remonte là-haut. Vous voyez que sur 93% des pages qui sont chargées dans tous les Chrome du monde, il y a un sélecteur width qui est dans les sélecteurs CSS. Donc c'est sympa de voir un petit peu ce qui se passe si vous regardez des trucs comme qui utilise encore les floats aujourd'hui par exemple. 85% des sites ont encore des floats. C'est quand même un peu malheureux, mais c'est comme ça. Si on regarde Flexbox, ok, 50% des sites ont une balise Flexbox dedans. Si on regarde, on va le voir grid. On est dans les... Pas beaucoup. Donc c'est un site un peu sympa, moi que j'aime bien. C'est sympa de se balader, de voir où en sont les différentes fonctionnalités. Si vous faites du web Bluetooth, etc., vous pouvez voir un petit peu combien de pourcents des pages qui sont chargées dans le monde utilisent l'API Bluetooth. Parce que vous avez la même chose que je viens de vous montrer pour le CSS, mais pour le JavaScript sur toutes les fonctions JavaScript qui ont en plus des noms un peu louches quand tu regardes celle des specs. Voilà pour Chrome Status, c'était la petite parenthèse. Ok. Génial. On va rentrer un peu plus dans le sujet des features. Je ne vais pas vous montrer les 70 features, vous inquiétez pas, je ne suis pas jusqu'à la fin de la journée. J'ai pris celles que moi je trouve sympas. Alors ça peut être des features qui vont disparaître, hein, comme je l'ai dit, mais il y en a qui sont aujourd'hui shippées, que j'ai vu tout à l'heure depuis une ou deux versions de Chrome, et certaines qui sont encore dans très 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 early draft. Là, c'est une pseudo-feature, parce que c'est une qui est déjà shippée depuis un moment, c'est la Share API. La Share API, elle permet, depuis une Progressive Web App, de pouvoir partager. Vous êtes sur une Progressive Web App d'une application de news, par exemple, vous allez pouvoir partager du contenu par SMS, par WhatsApp, par Twitter, ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas une fonctionnalité qui est récente, mais ce qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui, c'était, en tant que Progressive Web App, recevoir des partages. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a la Share Target API, qui n'est plus trop nouvelle aujourd'hui, mais moi que je trouve assez intéressante parce qu'elle n'est pas assez exploitée, qui vous permet, si jamais, moi j'utilise la Progressive Web App de Twitter. Qu'est-ce qui utilise la Progressive Web App de Twitter? Ok, parce que j'ai regardé juste avant, l'application Twitter fait 53 mégas, la Progressive Web App fait 200 kilos. Donc c'est un des gros avantages des Progressive Web App, c'est quand même elles sont beaucoup plus légères que les applications natives. Et du coup, le problème avant, c'est que moi, avec la Progressive Web App de Twitter, j'avais les deux installés, parce que quand j'étais sur une application, peu importe, de news ou autre, et que je voulais partager un article, je ne voyais pas ma PWA Twitter dans les applications qui pouvaient recevoir ce partage. Et donc, cette nouvelle API
Quand on fait une Privacy Web App, on a un fichier JSON dans lequel on peut rajouter du coup cette clé web share target, dans laquelle on va mettre plusieurs choses. On va mettre la page d'action. Donc là, le slash share-target, vous mettez ce que vous voulez, c'est la page qui va recevoir les données du partage finalement. Donc si vous avez la Privacy Web de Twitter, ça va être celle où il y avait juste le texte ARIA et le bouton partager. Et ce qui est intéressant, c'est les params. Donc les params qu'on va récupérer en query params, donc là c'est une méthode get sur votre page qui est dans share target. Et après dans votre JavaScript, vous récupérez les search params pour récupérer le titre, le texte, etc. et compléter ce que vous voulez dans votre champ pour l'arranger comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est une API qui est sympa, qui est disponible maintenant par défaut dans Chrome depuis 71. Donc ça marche plutôt bien. Une autre API que je trouve sympa, moi, c'est la Badge API. Alors là, ça permet aux Privacy Web qui sont installés. Aujourd'hui, ça marche que sur desktop. Ça va arriver dans Chrome à un certain moment. Pour l'instant, ils y réfléchissent encore, voir comment ils peuvent faire ça, parce qu'il faut travailler avec l'OS aussi. Ce n'est pas uniquement le navigateur qui doit gérer ça. L'idée, c'est d'avoir ces petits badges en bas des applications, si vous voyez le petit screenshot. Et ça permet de faire plein de choses. Hein. Si vous êtes sur des applications de mails, de réseaux sociaux, etc., vous avez toujours des petits badges qui vous disent que vous avez une nouvelle notification. Ça peut être un site de téléchargement, vous pouvez voir la barre de chargement, finalement, les pourcentages qui défilent en bas. Et c'est aussi du coup un truc sympa. Et puis c'est vraiment 2 lignes. Hein. Vous avez sur votre objet Windows, vous avez un experimental badge. Vous pouvez set le counter. Vous pouvez le clear pour repartir à rien du tout. Donc voilà, d'ailleurs la plupart des API que je vais vous montrer, c'est des API simples qui prennent pas 14 pages parce que dans tous les cas, j'ai pas la place sur mes slides. Ah, une autre que j'aime bien, c'est les generic sensors. Alors, ça fait un moment que dans le web, on a accès à différents sensors de l'appareil, que ce soit le gyroscope ou d'autres, mais chacun avait sa propre implémentation. Et là, ils ont tout refait, ils sont tous repartis de zéro, et ils se sont dit, on va faire une API generic sensor, et par-dessus, on va pouvoir build des sensors assez facilement. Alors, aujourd'hui, on a l'accéléromètre, l'accélération, gyroscope, l'orientation absolue et relative. On a un magnétomètre, on a l'ambient light, qui est assez rigolo, qui vous permet de savoir, vous savez, la luminosité. Et surtout, maintenant, on parle beaucoup de choses comme les thèmes clairs ou sombres dans les applications. Donc, on pourrait très bien avoir une application web qui passe d'un thème clair à sombre dès qu'on voit que la luminosité abaisse ou même carrément changer le contenu d'une page web en fonction de s'il y a beaucoup de lumière ou pas. C'est plutôt sympa. Et là-dessus, je vais vous montrer une petite démo. Alors, attention. Tac. L'idée, c'est que je passe sur mon téléphone. OK. Alors ça, c'est sur le Intel. Hop, vous voyez mon téléphone. Je vais vous le mettre là-dessus parce que sinon, il est où? Je sens que ça vous perturbe le truc qui tourne derrière. Hop. C'est donc sur GitHub d'Intel, ils ont fait une application qui utilise le gyroscope. L'idée, c'est que quand je donne un coup de poing, voilà, le gyroscope va interpréter ce qui se passe et je vais pouvoir avoir cette petite animation qui voit à combien de kilomètres heure j'ai donné un coup de poing. Et quand je shake le téléphone, ça passe à 0. Je peux me donner un plus gros coup de poing, 23. J'irai pas plus loin que ça. Et donc voilà, l'API marche déjà très bien sur mobile. Et vous pouvez déjà jouer avec, c'est plutôt sympa. Et ça, comment ça marche? Tac, tac, je remets sur mes slides. Pareil, c'est quelques lignes. Donc là, on a l'accéléromètre par exemple. Vous allez mettre la fréquence. Donc il y a une fréquence par défaut, je n'ai plus en tête, mais il y en a une. Et sur le sensor, vous avez un on-reading où, là en l'occurrence pour l'accéléromètre, vous allez récupérer X, Y et Z pour savoir ce qui se passe. Donc encore une fois, c'est extrêmement simple. La plupart des sensors marchent de la même manière, vu que maintenant ils sont derrière un générique sensor. C'est un sensor.onReading et vous récupérez en fonction les données. Et vous pouvez donc créer si vous avez des nouveaux sensors, vous avez l'API Generic Sensor pour en créer des nouveaux par-dessus. Ok, une autre que j'aime bien, c'est la NFC, ou la Web NFC qui a changé en décembre ou en janvier, avant qui s'appelait la Web NFC API, maintenant qui s'appelle la NDEF Web NFC API, un truc du genre. Globalement, elle permet de lire et d'écrire sur des tags NFC qui respectent le standard NDEF. Donc NDEF, c'est un standard qui est géré par le NFC Forum, qui est aujourd'hui un de ceux niveau sécurité qui est géré par la majorité des tags. Je sens que tous les tags ne gèrent quand même pas ce standard. Malheureusement, il y en a qui ont fait leur propre truc. Et c'est en Origin Trials depuis Chrome 80. Donc vous pouvez déjà jouer avec, même sur vos sites avec vos utilisateurs. Et comment ça marche? Vous savez, c'est assez simple. Hein.
Donc, on crée un objet qui s'appelle N2F Reader. Là, en l'occurrence, on va lire. Ça a changé du coup. Vous voyez, quand je vous disais que tant que la spec n'est pas finie, rien n'est fixé. En décembre, j'ai fait un talk, c'était New NFC Reader qu'il fallait faire. Et là, ils ont décidé de changer finalement. Donc, faites gaffe quand même quand vous faites des trucs en prod. Ça peut changer. Je reviens sur mon téléphone. Tac. Hop. Non, c'est pas ça. Bookmark. Tac, tac, tac. Hop. Là, je suis sur une page, du coup, c'est une petite application. Même chose. Je vais dire que je veux scanner. Et là, j'ai ma carte d'hôtel. Et quand je scanne ma carte d'hôtel, voilà, je récupère plusieurs informations. Là, je récupère un serial number, qui est quelque chose qui ont tous les tags NFC. Et alors là, malheureusement, j'avais qu'une carte d'hôtel. Mais dans Records en bas, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais globalement, j'ai un not supported error parce que c'est une carte qui ne doit pas supporter le standard complètement. L'idée, c'est qu'avec le standard NDEF, vous pouvez stocker des records là-dedans. Donc, ça peut être un peu tout type de données, en l'occurrence des JSON. Et, il y en a sur les slides, hop. Et pour les écrire, c'est comme ça. Vous avez un NDEF writer, hein, pas bien compliqué à souvenir, et sur lequel vous allez pouvoir push un tableau de records. Et là, en l'occurrence, je peux mettre des JSON, ce qui fait que si jamais je pouvais écrire sur ma carte d'hôtel, mais je ne vais pas le faire, je vais pouvoir récupérer un tableau de JSON qui pourrait être stocké au Titan en plus de l'ID de mon tag NFC. Donc là, les possibilités sont vraiment infinies avec le NFC. Vous pouvez avoir une application web de musée dans laquelle vous pouvez taguer des tags en dessous des tableaux ou des choses comme ça. Ça peut être aussi pour une application de conférence, vous allez pouvoir taguer des gens sans avoir à demander à tout le monde d'installer une application sur leur téléphone et la développer pour toutes les plateformes. Vous pouvez faire ça depuis une application web maintenant. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment quelques lignes à chaque fois, c'est pas bien compliqué. Pas parce qu'on touche quand même des sensors ou des fonctionnalités qui sont natives dans le téléphone et on a réussi à faire des API assez simples pour les utiliser. Une autre que j'aime bien, c'est la WebLock API. Il y en a qui peuvent deviner à quoi ça sert? WebLock? Non? Ok. Ça permet... Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour économiser la batterie, vos devices, que ce soit vos téléphones ou vos ordinateurs portables, ils peuvent se mettre en sommeil, que ce soit juste l'écran ou carrément votre device, et quand ils ne sont pas utilisés. Mais il y a des applications dans lesquelles on aimerait bien quand même que votre device il reste allumé. Par exemple, moi ça m'arrive, là j'ai des slides qui défilent assez vite, mais des fois vous faites une présentation, vous avez un slide sur lequel vous parlez longtemps, et là l'écran se met en veille, hein, ça arrive. Et vous ne voulez pas qu'une application de présentation se mette en veille. De la même manière, une application de GPS dans votre voiture, vous ne voulez pas que le téléphone se mette en veille ou même que l'écran se mette en veille quand vous avez l'application qui tourne. Et du coup, la WebLock API, elle permet de répondre à ça. L'idée, comment ça marche, c'est vous avez un objet, donc sur votre navigateur, WebLock, et vous pouvez lancer une request pour que votre écran, en l'occurrence, ne se mette pas en veille. Et après, vous mettez un timeout et vous dites, bah voilà, au bout de tant de temps, je veux enlever le wake lock et tu pourras mettre mon écran en veille si jamais tu n'en as pas besoin. Mais au moins, pendant toute cette période-là, votre écran, vous êtes sûr qu'il ne mettra pas en veille. Sûr, pas complètement, parce qu'en fait, vous faites une request quand même sur screen. Donc, request, ça veut dire que vous demandez gentiment et votre navigateur peut vous dire non. Il y a quelques cas d'utilisation dans lesquels il peut dire non. C'est par exemple s'il n'y a plus beaucoup de batterie, il y a des navigateurs qui vont gérer la fonctionnalité du fait qu'il n'y a pas assez de batterie, donc je vais refuser au site web de l'autorisation de garder son écran allumé, par exemple. Alors c'est encore en train d'être spécifié, donc pour l'instant c'est un des cas qui existe. Et donc il y a deux spécifications pour WakeLock. Il y a celle screen, là, qui existe déjà, qu'on peut utiliser, et il y en a une autre qui s'appelle System, qui est encore en état de réflexion, qu'on ne pouvait pas l'utiliser, il n'y a même pas les specs qui sont définis. Et l'idée, ça sera de dire, bah, c'est pas juste l'écran. Je veux carrément que le système ne se mette pas en veille. Je parlais des applications de GPS tout à l'heure. Au-delà de l'écran qui se met en veille, c'est un peu embêtant. On ne veut pas que, pareil, le GPS se mette en veille, que d'un seul coup, bah, j'ai plus ma position exacte. Donc, il y aura une deuxième API qui va venir ensuite. Bon, sur la request, on fera sur un truc plus système pour empêcher que vraiment le système ne se mette en veille. La Contact Picker API, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était une feature extrêmement demandée des développeurs. Hein, depuis les applications natives, vous voulez partager des contacts ou avoir accès à des contacts, ça se fait depuis toujours, je pense. Et on ne pouvait pas le faire depuis le web. Alors en plus, j'ai vu que maintenant, c'était shippé depuis Chrome 80. Donc depuis Chrome 80, vous pouvez même l'utiliser sans flag, sans origin trails, sur tous vos sites, et tous vos utilisateurs pourront l'utiliser. Comment ça marche? C'est un peu comme la Share API. Ça utilise
la fonctionnalité système votre OS. La Share API, en fait, quand vous faites partager, même dans une progressive web app, ça vous ouvre la fenêtre système d'Android, en l'occurrence, si vous êtes sur Android, où vous choisissez l'application qui va recevoir le share. Là, c'est de la même manière. Quand vous allez faire « je veux ouvrir le contact picker », c'est la fenêtre système de sélection de contact de votre téléphone qui va s'ouvrir. Et hop, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est en direct ou pas la vidéo? On pourra la monter après? Super. Parce que je vais vous montrer de mes contacts quand même, c'est moyen. Tac, bookmarks. Est-ce que vous voyez mon écran? Nice. Voilà, je suis sur le site qu'on vient de voir là. Il y a plusieurs choses que je vais pouvoir faire. Là, il y a des petites checkbox. Donc, la première, c'est multiple result, parce que si je la coche, je vais autoriser la sélection de plusieurs contacts pour les récupérer. Je peux demander d'inclure le nom, l'adresse, les numéros de téléphone. Donc, par exemple, si je cache les numéros de téléphone. Et ensuite, donc, j'ouvre mon contact picker. Et là, vous avez le contact picker système qui se lance. Et je vais pouvoir aller sélectionner des personnes. Tac, tac, tac. Voilà. Done. Et là, je récupère un JSON avec, donc, j'avais demandé les emails et les emails adresses des personnes que j'ai sélectionnées. Alors, même si, par exemple, moi, je suis un site web et je demande à ce que j'ai accès au numéro de téléphone, donc il y a la petite coche que je viens de faire, hop, là, j'ouvre mon contact picker et, bon, les numéros de téléphone, là, sont complètement bidons, c'est très bien, comme ça, vous ne pourrez pas les prendre. Mais je vais pouvoir sélectionner les personnes, mais si moi, en tant qu'utilisateur, je ne veux pas donner au site web les numéros de téléphone, vous voyez qu'en haut, je vois sur les 3 petits tags bleus, là, tout ce que le site web demande. Et je peux, moi, décider de décocher le numéro de téléphone. Et vous voyez, là, ils ont disparu. Et quand je fais Done, ils apparaissent pas là, le numéro de téléphone est vide. Donc, j'ai quand même toujours le contrôle en tant qu'utilisateur de ne pas donner tout ce que le site a demandé, ce que je donne. De la même manière, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire du bulk select. Vous voyez, il n'y a pas un bouton Select All. Ça, c'est pas possible. Comme ça passe par le truc système, votre site web ne peut pas imposer que vous sélectionnez tous vos contacts, même vous laissez la possibilité de le faire. Alors aujourd'hui, dans les choses qu'on peut sélectionner, il y a adresse, email, nom et numéro de téléphone. Je sens que le nom, vous ne pouvez pas le décocher. Par défaut, il y a toujours le nom qui sera sélectionné. Et voilà, c'est plutôt cool quand même, faire ça depuis une application web. Là, j'étais dans mon navigateur, donc ce n'est même pas une progressive web qui est installée. Contrairement à des choses comme la Badge API où il faut qu'elle soit installée, là, depuis mon navigateur, je peux demander d'avoir accès au contact de l'utilisateur, mais toujours avec c'est de l'opt-in. L'utilisateur doit cliquer sur un bouton et ça ouvre un truc système et il donne ses contacts. À un moment, le site web n'a accès aux contacts sans avoir demandé quelque chose à l'utilisateur. C'est pas la fête non plus. Comment ça marche? Ça, hop, on s'en fiche. Bon, ça, c'est comme toutes les fonctionnalités. Vous regardez si ça existe. Encore une fois, une ligne, c'est magique. Sur votre navigateur, vous avez un contact et vous faites un select dessus et vous dites ce que vous voulez comme champ. Donc, vous voyez, nom, email, numéro de téléphone et vous dites si vous voulez qu'il y ait la possibilité de sélectionner plusieurs contacts, c'est juste un qui pourra être sélectionné. Donc, encore une fois, en une ligne, pouvoir accéder à la fonctionnalité que je vais vous montrer là, qui permet d'accéder aux contacts, qui est quelque chose qu'on n'a jamais eu dans le web, alors que l'application native, on l'a depuis des années. Et c'est simple. Contrairement à ce que je parlais au début, Ajax, quand c'est sorti en 2006, XML HTTP Request, pour ceux qui étaient là, c'était un bloc qu'on copiait-collait en général sur toutes les pages parce qu'il était énorme pour avoir accès à Ajax, en fait, avant que jQuery vienne nous sauver à l'époque. Donc voilà. Il y en a une autre, avant de finir, que je voulais vous montrer. Oh, mais je suis large. Il y en a une autre dont je vais vous montrer, c'est la File System API. De la même manière, je vous ai parlé de choses comme Electron tout à l'heure. Electron qui permet du coup d'exécuter un peu comme Cordova, en fait, de sandboxer des applications web dans une application native sur votre desktop. Et une des principales raisons pour lesquelles j'utilisais Electron, c'est l'accès au système de fichiers de votre OS, de votre device que ne peut pas faire le web. Aujourd'hui, si jamais, imaginons, moi je suis une application web et je veux faire du traitement sur du texte, sur un utilisateur, et ben, ce que je peux faire, c'est que je lui demande d'uploader son fichier, il le traite sur mon site online, et après, quand il enregistre, et ben, il retélécharge le fichier. C'est un peu la seule solution qu'on a si on veut faire de l'édition dans le navigateur, ou alors c'est stocké sur du cloud à droite à gauche. Et il y a eu, ces dernières années, beaucoup d'API qui ont été tentées, lancées, supprimées, modifiées, pour avoir accès au file system finalement depuis un navigateur. Parce qu'il y a quand même des gros problèmes de concerns de sécurité derrière sur des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Et aujourd'hui, depuis Chrome 78, je crois, c'est un Origin Trials, donc vous pouvez le tester même avec vos utilisateurs. Et donc, on va pouvoir lire et écrire des fichiers
Alors, j'ai une petite démo. Tac, 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 de la même manière que tout à l'heure. Hop. Voilà. Là, je suis sur un site. Alors, je ne vais pas couper mon Wi-Fi, mais globalement, croyez-moi, tout est offline. Et ce qui va se passer, c'est... Je vais me faire un truc sympa. Regardez. On va faire une vraie démo complète. Donnez-moi juste une petite minute. Hop. Voilà, j'ai mon explorateur de fichiers ici. Je vais créer un nouveau fichier. File, hop, voilà, qu'on va appeler DevFest. Voilà, et ce fichier-là, donc qui est sur mon file system, je vais pouvoir l'ouvrir hop, depuis une application de mon navigateur. Donc, j'étais où dans le desktop? J'ai un truc. Test. Ton dossier test. Test. OK, plan B. Comment on fait? Desktop /test, pourquoi ça marche ça? Non. Il n'y a plus rien qui marche. Comment on fait pour faire un truc en view? Voilà, details. J'ai bien un dossier test qui traîne. Voilà, test. Donc j'ai mon fichier dfs.txt que j'ouvre et là, à aucun moment il est uploadé sur du cloud quoi que ce soit. Je suis toujours en local et je vais pouvoir faire hello devfest. Voilà. Et donc là, quand je vais enregistrer, il va se passer plusieurs choses. On va me demander l'autorisation. Effectivement, c'est un peu comme les contacts ou ce genre de choses, c'est pas la fête. Le site web n'a pas accès au système de fichiers sans demander comme ça en secret, sans demander à l'utilisateur. Donc là, ça va me dire, bah, il y a ce site-là qui demande l'autorisation d'accéder au système de fichiers pour ce fichier-là. C'est-à-dire que pour chacun des fichiers, il va falloir le faire. Et l'autorisation, vous la donnez tant que votre onglet est ouvert. C'est-à-dire que si je ferme mon onglet, je rouvre mon site web et je rouvre même ce même fichier, il va me redemander l'autorisation pour ce fichier-là. Donc, ce n'est pas une autorisation qui est ad vitam aeternam. Et donc là, si je retourne hop, dans mon fichier, j'ouvre mon fichier devfest.txt, qui est allé se mettre là-haut. OK, qui est beaucoup trop grand. Damned. Attendez. Le problème de résolution entre les deux écrans. On va réduire ça. Voilà, et là vous avez mon fichier donc, qui est bien toujours sur mon desktop, sur lequel j'ai pu écrire, et tout ça sans jamais passer par du cloud ou un serveur ou quoi que ce soit. Tout s'est passé dans l'application web en local. C'est plutôt magique. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Ok, retour sur les slides. Comment ça marche? Alors c'est un peu plus compliqué qu'un paquet d'autres trucs. Ok, hop, présentation, on est parti. C'est un peu plus compliqué qu'un paquet d'autres trucs. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un file handler. Alors pour ceux qui font des trucs comme du C, du Java, etc., ça ressemble pas mal. Et en fait, là-dessus, on va pouvoir du coup agir sur le fichier. Là, je fais un get file, et quand je suis sur le file, je fais un point texte. En l'occurrence, c'est du fichier texte, mais vous pouvez très bien ouvrir une image. Vous pouvez récupérer un blob, ce que vous voulez. Donc ça reste quand même... Ah bah du coup, il n'y a plus la gauche de l'écran. Mais ça reste quand même assez simple pour y accéder. Pour sauvegarder, il y a deux choses. Je vous ai mis qu'un seul exemple parce que vous pouvez sauvegarder. Soit vous avez un save as, vous créez un nouveau fichier. Alors c'est un process un peu plus long. Je l'ai pas mis là, mais l'API existe aussi. Là, en l'occurrence, c'est un save sur un fichier qui existe déjà. Donc là, j'ai déjà un file handle que je passe à ma fonction writeFile, que vous pouvez écrire comme vous voulez. Et je fais un create writer dessus. Alors, plusieurs choses. Le truncat, c'est un truc qui va disparaître. Aujourd'hui, il y a un petit bug dans l'API qui fait que si jamais je vais écrire un truc plus petit que la taille du fichier aujourd'hui, je vais avoir la suite qui reste dedans. Donc là, ça va juste virer tout ce qui est dans le fichier et écrire dessus. Et après, vous écrivez, vous faites un writer.write depuis le début du fichier et du contenu, donc du texte que vous voulez. Et puis, vous n'oubliez pas de fermer le handle à la fin. Donc, plutôt simple. Et avec ça, on a écrit dans un fichier. Voilà, c'était les API que je voulais vous montrer. Si je ne vous ai pas convaincu que le web, c'était quand même la plateforme du futur, et si vous n'étiez pas déjà convaincu avant, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Je vais partager les slides, mais je vous ai mis les liens de pratiquement toutes les specs ou les articles qui commencent à parler des différentes features que je vous ai montrées. Et si vous avez des questions, est-ce qu'il y a un slide question? Voilà, je suis prêt à y répondre. Merci.